En octobre 2010, la famille Hermès découvrit qu'un inconnu leur avait volé 14,2% de leur entreprise. Pas en une nuit, en 9 ans. Par petites tranches invisibles, dissimulées dans des instruments financiers que personne au sein de la maison ne lisait parce que personne ne pensait avoir besoin de le faire. La famille était en paix, l'entreprise tournait, le monde du luxe les respectait. Quand ils ouvrirent les yeux, l'homme était déjà là, installé dans leur capital comme un locataire qui aurait changé les serrures et attendu que les propriétaires finissent par s'en rendre compte. Cet homme s'appelait Bernard Arnault. Il était à la tête de LVMH, le plus grand groupe de luxe du monde. Il était l'homme le plus riche de France. Il pesait, à lui seul, plus de 30 milliards d'euros. Et depuis 9 ans, il voulait Hermès. La maison avait 173 ans à ce moment-là. Elle avait traversé 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, les crises pétrolières, la révolution du prêt-à-porter. 6 générations de la même famille, le même cuir, la même adresse à Paris, sans jamais avoir eu besoin d'un banquier étranger, d'un fonds d'investissement ou d'un actionnaire hostile. Bernard Arnault avait construit son empire en achetant des maisons de luxe que leur famille n'avait plus les moyens de défendre. Il avait pris Dior en 1984. Céline, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton. Il avait avalé des marques centenaires les unes après les autres, avec une efficacité froide et une patience de prédateur. Hermès était la dernière forteresse du luxe français qui lui avait résisté. Ce n'est pas une histoire sur des sacs à main, c'est une histoire sur une famille qui a failli perdre 170 ans de travail en silence, et sur un homme qui avait compris que le vrai luxe, c'est ce qu'on ne peut pas acheter. Thierry Hermès naît en 1801 à Krefeld, dans ce qui est alors la Prusse rhénane. Il est le fils d'un aubergiste. Il n'a ni fortune, ni réseau, ni titre. À 20 ans, il part pour Paris, comme des dizaines de milliers de provinciaux et d'étrangers qui espèrent y trouver une place dans l'économie en pleine expansion de la monarchie de Juillet. Il s'installe comme bourrelier. Ce métier consiste à fabriquer des harnais, des selles, des brides et des équipements pour les chevaux de la noblesse et de la grande bourgeoisie. En 1837, il ouvre son propre atelier au 6 rue Basse du Rempart, dans ce qui est alors le 2e arrondissement de Paris. Le marché est solide. Paris compte en 1840 environ 450 000 chevaux utilisés pour le transport, la traction et les loisirs des classes aisées. Chaque cheval de qualité exige des harnais de qualité. Un bourgeois qui se respecte ne peut pas monter avec du cuir médiocre. Thierry Hermès l'a compris, il ne vend pas au peuple, il vend à ceux qui peuvent payer le prix d'un artisanat sans compromis. En 10 ans, il bâtit une réputation. Ses harnais sont reconnus pour la qualité du cuir, la solidité des coutures et la précision des assemblages. Les clients viennent du tout Paris aristocratique. Plusieurs familles de l'entourage de l'impératrice Eugénie passent commande dans son atelier. En 1867, il présente ses pièces à l'Exposition universelle de Paris et remporte le premier prix dans sa catégorie. Il a 66 ans. L'atelier emploie une vingtaine de personnes. Il confie l'affaire à son fils, Charles-Émile Hermès, avec une instruction simple : ne jamais baisser la qualité, même sous la pression du prix. Charles-Émile déplace l'atelier aux 24 rue du Faubourg Saint-Honoré en 1880. Cette adresse ne changera plus jamais. À la fin du XIXe siècle, une menace silencieuse commence à ronger l'empire Hermès, l'automobile. Entre 1895 et 1910, le cheval disparaît progressivement des rues de Paris. D'abord dans les quartiers bourgeois, puis partout. En 1910, on compte déjà 10 000 véhicules à moteur dans la capitale. En 1913, les premières flottes de taxis motorisés remplacent les fiacres. La vente de harnais chute de façon spectaculaire dans tout le secteur. Un sellier qui ne s'adapte pas est un sellier mort. Émile Hermès, petit-fils du fondateur, prend la direction à la mort de son père en 1902. Il a 27 ans. Il voit la situation clairement. Il prend une décision qui sauvera la maison. Garder le cuir, mais changer l'objet. En 1918, il voyage aux États-Unis et observe une invention, la fermeture à glissière, développée par les ingénieurs de Whitcomb Judson et Gideon Sunbach. Elle n'existe pas encore en Europe dans le monde de la mode. Émile Hermès négocie les droits exclusifs pour l'Europe.
Il l'introduit d'abord sur des blousons de sport pour l'aristocratie, puis sur des sacs de voyage. C'est la première fois qu'un fermoir à glissière apparaît sur un article de mode européen haut de gamme. Hermès ne vend plus des harnais, il vend du cuir travaillé. Bagages, sacoches, sacs de sel reconvertis. La clientèle reste exactement la même, les gens très riches. Mais l'objet a migré du cheval à l'homme. En 1922, Émile crée le premier sac à main pour une cliente fortunée. En 1930, la maison lance des gants de sport en cuir. En 1937, le premier carré de soie est mis en vente. 90 cm sur 90, imprimé à Lyon sur de la soie pure, en 45 couleurs superposées à la main, selon la technique de la sérigraphie. Il coûte plusieurs fois le salaire hebdomadaire d'une ouvrière parisienne. Hermès a pivoté sans perdre une cliente. C'est la seule maison française du cuir à avoir réussi cette transition. Robert Dumas, gendre d'Émile Hermès, prend la direction en 1951. Il a épousé Jacqueline Hermès en 1929. Il apporte avec lui une vision précise de ce que la maison doit devenir. Silencieuse, inaccessible, irréductible. Dumas refuse les parfums en grande diffusion. La maison en produit, mais en quantité limitée, sans jamais les distribuer en pharmacie ou en grande surface. Il refuse les licences à des fabricants tiers. Il refuse la publicité dans les journaux populaires. La boutique du Faubourg Saint-Honoré ne pratique aucun solde. Aucun article Hermès n'est jamais bradé. Ce positionnement est délibéré et coûteux. En renonçant aux licences massives, la maison refuse des millions de francs de revenus faciles. Mais Robert Dumas a compris quelque chose que ses concurrents n'avaient pas encore saisi. Le luxe véritable ne se vend pas à ceux qui ont de l'argent. Il se vend à ceux qui ont du temps. Et le temps de devenir un vrai client Hermès est long, cher et exclusif par construction. En 1956, une photographie change l'histoire de la marque pour toujours. Grace Kelly, actrice américaine devenue princesse de Monaco, est photographiée par les paparazzi alors qu'elle tient devant son ventre un grand sac en cuir Hermès pour dissimuler sa grossesse. L'image paraît dans les magazines du monde entier. Le sac n'a pas encore de nom. En 1977, la maison lui donnera officiellement le nom de Kelly. Il se vend aujourd'hui entre 8 000 et 25 000 euros selon le cuir et les finitions. Sous Robert Dumas, la maison passe de 250 à 400 employés. Le chiffre d'affaires triple en 20 ans. La maison reste entièrement familiale, entièrement privée. Son fils, Jean-Louis Dumas, prend la direction en 1978. Il a 38 ans. Il va rester 28 ans à la tête de la maison et transformer Hermès en phénomène mondial. En 1984, Jean-Louis Dumas prend place dans un vol Air France Paris-Londres. Il s'installe dans son siège, sort ses dossiers et remarque que la femme à côté de lui a du mal à fermer son grand sac en osier. Les affaires débordent, le sac s'ouvre, plusieurs objets tombent dans l'allée. Il aide sa voisine à tout ramasser. Elle s'appelle Jane Birkin. Elle est chanteuse et actrice britannique, connue dans toute l'Europe. Pendant le vol, il parle. Elle lui dit qu'elle ne trouve pas, nulle part, un sac en cuir souple qui soit à la fois grand, solide et élégant. Les sacs à main sont petits. Les bagages de voyage sont rigides. Elle veut quelque chose entre les deux. Jean-Louis Dumas prend une serviette en papier, il esquisse un sac. Il note quelques dimensions, il lui promet qu'il va s'en occuper. De retour à Paris, il confie le projet à ses ateliers de maroquinerie. Le principe est simple, un sac trapèze en cuir souple avec des poignées doubles portées à la main ou au creux du bras, fermé par une sangle de cuir et un cadenas en plusieurs tailles. Le premier prototype est validé par Jane Birkin elle-même lors d'une visite à Paris. Le sac Birkin est en vente en 1985. Il coûte à l'époque environ 800 $ américains, l'équivalent de plus de 2000 € actuels. Il se décline en cuir de veau, crocodile, autruche, lézard. Il est cousu entièrement à la main, sans machine, par un seul artisan qui passe de 15 à 20 heures sur chaque pièce. En 2023, un Birkin standard démarre à 9 000 €. Un Birkin en crocodile dépasse couramment 40 000 €. Les éditions limitées et les coloris rares peuvent atteindre 300 000 € sur le marché secondaire. Hermès ne pouvait pas produire plus de sacs Birkin qu'il n'en produisait. La demande dépassait l'offre de plusieurs années. En 1993,
Jean-Louis Dumas prend une décision qui se révélera la plus dangereuse de l'histoire de la maison. Il introduit Hermès en bourse sur le marché de Paris. La décision n'est pas financière. La maison n'a pas de dette. Elle n'a pas besoin de capital. La raison est familiale. En 6 générations, la descendance de Thierry Hermès s'est ramifiée dans toutes les directions. On compte en 1993 environ 80 actionnaires familiaux. Certains membres de la 5e et 6e génération n'ont jamais travaillé dans la maison. Ils ont hérité de parts, ils les conservent, mais ils ont besoin de liquidités que le capital d'une entreprise privée ne peut pas leur offrir. La bourse est la solution élégante. Les membres de la famille peuvent vendre des parts sur le marché sans avoir à trouver un acheteur privé, sans avoir à négocier avec un concurrent. Jean-Louis Dumas met en vente environ 25% du capital, la famille garde 75%. Le premier jour de cotation, l'action Hermès clôture à 350 francs. La capitalisation boursière de la maison est évaluée à environ 800 millions de francs. Dumas pense qu'il contrôle la situation. 25% du capital, dispersé entre des milliers d'actionnaires individuels, n'est pas un danger. Personne ne peut acheter une position significative sans que ça se voie immédiatement. C'est ce qu'il croit. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il existe des instruments financiers qui permettent de construire une participation massive dans une société cotée sans que personne ne le voie. Des instruments légaux inventés dans les salles de marché de New York et de Londres dans les années 1990 et qui n'ont jamais été envisagés par les législateurs européens de l'époque. En 2001, Bernard Arnault commence à regarder les états financiers d'Hermès avec un intérêt particulier. L'instrument qu'utilise Bernard Arnault s'appelle un equity swap. C'est un contrat financier entre deux parties, l'une, ici LVMH, paie des intérêts fixes à une banque. La banque, en échange, lui verse les gains liés à l'évolution du prix d'une action donnée, ici Hermès. Techniquement, LVMH ne détient pas l'action. C'est la banque qui l'achète et la détient dans ses propres livres. Selon la réglementation boursière française de l'époque, seule la détention directe d'actions déclenche l'obligation de déclaration à l'AMF au-delà du seuil de 5%. Un equity swap ne tombe pas dans cette catégorie. Entre 2001 et 2010, LVMH signe des contrats avec plusieurs grandes banques, Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, selon les documents que l'AMF rendra publics ultérieurement. Chaque banque achète des parts d'Hermès sur le marché pour le compte de LVMH dans le cadre de ses contrats dérivés. Les achats sont progressifs, répartis sur plusieurs années, jamais assez importants pour déclencher une alerte. Les déclarations officielles au marché sont au strict minimum légal. Hermès ne voit rien. Jean-Louis Dumas quitte la direction en 2006. Il a 66 ans, il est épuisé. Il a passé 28 ans à transformer la maison en légende. Son cousin Patrick Thomas lui succède. Thomas est un homme discret, compétent, habitué à gérer l'opérationnel. Il n'a pas les raisons de regarder le registre des actionnaires avec suspicion. En 2008, en pleine crise financière mondiale, Arnault continue d'accumuler. Le cours d'Hermès chute de 30% entre septembre et décembre 2008. La seule période de vraie faiblesse de l'action depuis son introduction. LVMH en profite pour renforcer sa position à prix réduit. En octobre 2010, LVMH dépose une déclaration formelle auprès de l'AMF. Le groupe détient désormais 14,2% du capital d'Hermès. La position a été construite sur 9 ans. Sa valeur de marché à ce moment dépasse 1,45 milliard d'euros. La famille Hermès l'apprend en ouvrant les journaux ce matin-là. Le 23 octobre 2010, la déclaration de LVMH à l'AMF est rendue publique simultanément avec un communiqué de presse. Bernard Arnault y indique qu'il n'a pas d'intention hostile, qu'il considère Hermès comme un fleuron du luxe français et qu'il se comporte comme un investisseur financier à long terme. Bertrand Puech, membre senior de la famille et figure centrale du conseil de surveillance, est réveillé par un appel téléphonique de son assistante. Il lit le communiqué, il appelle Patrick Thomas. La conversation dure 20 minutes. Thomas convoque une réunion d'urgence des principaux membres de la famille actionnaire. Elle se tient 2 jours plus tard à Paris. Selon les récits rapportés par Le Monde et le Financial Times, la famille est unanime sur un point. Ceci est une attaque et non un investissement. Arnault a utilisé contre eux la seule faille qui existait dans leur modèle. Ils avaient ouvert 25% à la bourse pour liquider des parts familiales.
Il en avait pris 14,2% sans que personne ne sache. Il détenait maintenant plus de capital qu'aucun membre individuel de la famille ne l'avait jamais fait. S'il continuait, il pouvait atteindre 33,3%, le seuil qui, en droit français, déclencherait l'obligation de lancer une OPA sur l'ensemble du capital. La famille avait quelques semaines pour agir. Passé ce délai, Arnault pouvait continuer à acheter sur le marché libre. Les 25% initialement mis en bourse ne leur appartenaient plus. D'autres actionnaires pouvaient vendre à n'importe qui. La réponse devait être légale, rapide et définitive. En 50 jours, la famille Hermès construit une des structures de défense capitalistique les plus sophistiquées de l'histoire boursière française. La structure s'appelle H51. C'est une société en commandite, une forme juridique française particulièrement résistante aux OPA hostiles. Dans une commandite, les décisions ne se prennent pas à la majorité des votes. Le commandité, ici la famille, a des droits distincts des commanditaires. La structure rend mathématiquement impossible pour un actionnaire extérieur d'imposer sa volonté, même avec 40 ou 45% du capital. En décembre 2010, H51 annonce publiquement qu'elle regroupe les participations de 50 membres de la famille Hermès, soit 50,2% du capital total de la société. Les signataires s'engagent contractuellement à ne pas vendre leur part pendant 20 ans. L'engagement est notarié, opposable en justice et assorti de pénalités financières considérables pour tout membre qui romprait l'accord. Axel Dumas, arrière-arrière-petit-fils du fondateur Émile, est nommé co-gérant de la holding. Il a 41 ans en 2010. Il sera nommé PDG d'Hermès en 2013. Arithmétiquement, la situation d'Arnault devient sans issue. Il détient 14,2%, puis il monte encore, jusqu'à 22,6% en 2011. Mais 50,2% est verrouillé dans H51. Pour déclencher une OPA, il lui faudrait atteindre 33,3% et convaincre d'autres actionnaires de céder. Les actionnaires restants détiennent environ 27% du capital, mais la plupart sont des institutionnels et des particuliers qui ont acheté Hermès comme valeur de long terme, pas pour la revendre à Arnault. LVMH est piégé dans sa propre position. Il a investi 1,45 milliard d'euros dans des actions qu'il ne peut pas transformer en contrôle. Pendant que la famille consolidait sa défense, l'autorité des marchés financiers, le régulateur boursier français, ouvrait une enquête indépendante sur les méthodes utilisées par LVMH. La question centrale est simple. LVMH a-t-il violé les règles de transparence du marché en construisant sa position via des instruments dérivés sans en informer le marché au fur et à mesure? Les equity swaps utilisés par LVMH n'étaient pas illégaux en 2001 ou 2005. Mais le droit français avait évolué. En 2009, une directive européenne avait imposé des règles de transparence plus strictes. Les positions sur instruments dérivés devaient désormais être déclarées si elles conféraient une exposition économique significative à une action. L'AMF examina les contrats ligne par ligne. Elle consulta les banques, elle analysa les dates de signature, les dates de conversion et les déclarations de participation effectuées par LVMH depuis 2001. En novembre 2012, après 18 mois d'enquête, l'AMF notifie officiellement à LVMH et à Bernard Arnault des griefs formels. Le texte est sans ambiguïté. Le groupe avait entretenu, depuis au moins 2009, une position économiquement équivalente à une prise de participation significative, sans respecter les obligations de transparence imposées par la réglementation en vigueur. La procédure devant la commission des sanctions de l'AMF s'ouvre en septembre 2013. LVMH est représenté par les meilleurs avocats d'affaires de Paris. Hermès et l'AMF sont du côté opposé. L'audience dure 3 jours. Elle est publique. En octobre 2013, la commission des sanctions de l'AMF rend sa décision. LVMH est condamné à une amende de 8 millions d'euros, le montant maximum autorisé par la loi française à l'époque pour ce type d'infraction. C'est, à la date du jugement, la plus lourde sanction pécuniaire jamais prononcée par l'AMF contre une société cotée. La décision identifie précisément la période infractionnelle. Entre le 1er juillet 2009 et le 22 octobre 2010,
LVMH avait conservé une position économique sur les actions Hermès qui aurait dû être déclarée au marché conformément à la directive de transparence, mais ne l'a pas été. Bernard Arnault, en tant que dirigeant principal, est visé personnellement dans la décision. Il n'est pas personnellement condamné à une amende, mais sa responsabilité dans les décisions stratégiques est explicitement mentionnée dans les motifs. LVMH fait appel. En 2016, la Cour d'appel de Paris confirme la condamnation dans son principe, mais révise le quantum de l'amende à la baisse sur des motifs procéduraux. La réaction d'Arnault face à la condamnation initiale est publique et froide. Dans un communiqué, LVMH maintient que les instruments utilisés étaient légaux au moment de leur mise en place et que le groupe avait toujours agi dans le respect de la loi. Pour Hermès, la condamnation est symboliquement importante. Elle valide leur lecture de l'affaire. Ceci n'était pas un investissement financier ordinaire. C'était une tentative d'OPA dissimulée, construite méthodiquement sur une décennie, et que seule la vigilance familiale avait arrêtée. 8 millions d'euros d'amende pour avoir tenté de prendre le contrôle d'une entreprise valorisée à 15 milliards. La disproportion était évidente à tout le monde. Début 2014, sous une pression combinée, réglementaire, médiatique et judiciaire, Bernard Arnault annonce que LVMH va se dessaisir de sa participation dans Hermès. La méthode choisie est une distribution en nature. LVMH ne vend pas ses actions sur le marché, ce qui aurait fait chuter le cours. Il distribue ses 23% du capital d'Hermès directement à ses propres actionnaires, proportionnellement à leur part dans LVMH. Chaque actionnaire LVMH reçoit un certain nombre d'actions Hermès en cadeau. Techniquement, c'est une opération fiscalement avantageuse pour LVMH. La plus-value latente est distribuée sans déclencher l'impôt sur les cessions. Pour Hermès, le résultat est que les 23% sont désormais dispersés entre plusieurs centaines de milliers d'actionnaires individuels, aucun d'entre eux ne détenant une fraction significative. La menace est définitivement éteinte. LVMH avait investi environ 1,8 milliard d'euros dans sa position Hermès entre 2001 et 2010. À la date de la distribution en 2014, les actions Hermès avaient fortement progressé. La valeur des parts distribuées est estimée à environ 5,5 milliards d'euros. La plus-value réalisée indirectement par LVMH via ses actionnaires est supérieure à 3 milliards d'euros. Arnault avait perdu la guerre. Il avait gagné de l'argent. Patrick Thomas, qui avait dirigé la maison pendant les années de crise, passe la main à Axel Dumas en 2014. Dumas est de la famille. Il est discret, formé dans les finances et le droit, peu visible dans les médias. Il correspond exactement au profil que la maison a toujours voulu pour son dirigeant. Il reste PDG d'Hermès en 2026. Cela fait 12 ans. L'affaire Hermès-Arnault a changé la réglementation boursière française de façon permanente. En 2012, avant même le verdict de l'AMF, le législateur français modifie le code monétaire et financier. Le nouveau texte impose que tout instrument financier donnant une exposition économique équivalente à une détention d'actions soit intégré dans le calcul des seuils de déclaration. Un equity swap sur 5% du capital d'une société cotée doit désormais être déclaré exactement comme une détention directe de 5%. La faille que LVMH avait exploitée pendant 9 ans n'existe plus. Plusieurs autres pays européens suivent. La directive transparence de l'Union européenne est mise à jour en 2013 pour inclure des dispositions similaires. Les avocats d'affaires spécialisés en fusion-acquisition appellent cette évolution le post-Hermès Framework. Pour les professionnels des marchés financiers, l'affaire est devenue un cas d'école enseigné dans les programmes de droit boursier des grandes universités françaises et britanniques. Pour la famille Hermès, la conséquence pratique est immédiate et concrète. La holding H51, créée dans l'urgence en décembre 2010, reste en place bien après la sortie d'Arnault. Elle ne sert plus à défendre la maison contre une menace active, elle sert à prévenir toute menace future, de quelque direction qu'elle vienne.
Les 50 membres signataires en 2010 ont renouvelé leurs engagements depuis. La holding contrôle aujourd'hui environ 66% du capital d'Hermès, soit plus que lors de sa création. Certains membres de la 8e génération de la famille ont choisi d'y entrer à leur majorité. La forteresse est plus solide qu'elle ne l'a jamais été. Il y a aujourd'hui 308 boutiques Hermès dans le monde, aucune ne fait de solde, aucune ne vend un sac Birkin à un client qui en fait simplement la demande. Pour acheter un Birkin, il faut d'abord devenir client régulier. Acheter des foulards à 400 €, des ceintures à 600 €, des parfums, des porcelaines. Construire une relation avec un vendeur attitré de la boutique. Attendre que ce vendeur, de sa propre initiative, propose l'accès à un sac. La liste d'attente officielle a été supprimée parce qu'elle créait un marché secondaire incontrôlable. Elle a été remplacée par quelque chose d'encore plus exclusif, la discrétion totale. Sur le marché secondaire en 2024, un Birkin standard en cuir Togo se vend entre 12 000 et 18 000 €. Un Birkin en crocodile Niloticus dépasse couramment 50 000 €. Les éditions spéciales peuvent atteindre 400 000 € dans les ventes aux enchères de Christie's et Sotheby's. En 2023, le chiffre d'affaires d'Hermès atteint 13,4 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle de 42,1%. C'est la marge la plus élevée du secteur du luxe mondial. LVMH, 10 fois plus grand en revenus, affiche une marge de 26% la même année. La capitalisation boursière d'Hermès dépasse 200 milliards d'euros en 2024. La maison est, par sa valorisation, l'une des 10 entreprises les plus chères de la zone euro, devant des banques, des géants industriels et des groupes pharmaceutiques. Thierry Hermès est mort en 1878. Il n'a jamais vu une automobile. Il fabriquait des harnais dans un atelier parisien de 10 employés. Son entreprise emploie aujourd'hui 23 000 personnes dans le monde. Quelque part en ce moment, quelqu'un entre dans une boutique Hermès du Faubourg Saint-Honoré et repart avec un carré de soie à 450 €. Il ne sait pas qu'il y a 15 ans, l'homme le plus riche de France a essayé de prendre cette maison par surprise. Il ne sait pas que la famille a dit non. Il ne sait pas que la loi boursière française a été réécrite à cause de ce refus. Le carré est dans la vitrine. La famille est toujours là.